Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce mardi 28 mars. La Palestine en deuil, un jeune Palestinien a succombé ce matin à ses blessures dans la ville de Naplouse suite à un raid sioniste. Le commissaire européen à l'économie en visite en Tunisie, Paolo Gentiloni, en profite pour évoquer les négociations avec le FMI ainsi que la question de la migration. À l'actualité également, la neutralisation d'une quarantaine de terroristes au Burkina Faso. Les autorités burkinabées multiplient les actions offensives contre les groupes armés. Et c'est fait, la sélection algérienne est officiellement qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 et ce après la victoire des Verts pour la 4e fois consécutive face au Niger, 1-0. Et on entame ce journal avec le décès ce mardi à l'aube d'un Palestinien assassiné par les forces de l'occupation sioniste. Le jeune homme a succombé aux blessures qu'il a subies lors de l'agression de l'occupation contre la ville de Naplouse le 22 février dernier. Une agression qui, rappelez-vous, avait fait 11 morts et plus de 20 blessés. Naïla Hamouda. Un autre nom s'ajoute à la longue liste des martyrs palestiniens, le jeune Omer Mohamed Loula, originaire du village de Zawata, à l'ouest de Naplouse, a succombé à ses blessures ce matin après avoir été victime d'une attaque de l'occupation contre la ville de Naplouse le 22 février dernier. Pour rappel, les forces d'occupation ont commis un massacre dans la ville, bilan 11 morts et 20 blessés. L'escalade sioniste continue sans répit dans les territoires occupés. Des dizaines de colons ont pris d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa, y ont pratiqué des rituels talmudiques sous une stricte protection de la police d'occupation. La diplomatie palestinienne a condamné les invasions de colons contre le lieu saint de l'islam. Le ministère des Affaires étrangères palestinien a considéré ces incursions d'escalade dangereuse. Il a mis en garde contre les facilités accordées par Ben Gvir aux colons et leurs répercussions pendant le mois sacré de Ramadan. Rien ne semble arrêter la barbarie sioniste. Les exactions se poursuivent contre le peuple palestinien. Plusieurs personnes ont été blessées hier soir lors de tirs à balles réelles des forces d'occupation sionistes au sud et à l'est de Beit Lahm. Ces incursions ont donné lieu à des affrontements au cours desquels les soldats sionistes ont tiré des bombes lacrymogènes provoquant l'étouffement de plusieurs personnes. Des arrestations ont été également opérées à Al-Quds occupée par l'armée sioniste. Ces agressions et ces incursions de l'entité sioniste sont devenues le lot quotidien du peuple palestinien où qu'il soit. Aucune ville n'est épargnée. Les exactions du colonisateur marocain avec ses idées expansionnistes a poussé pas mal de Sahraouis à se réfugier dans d'autres pays, fuyant la barbarie du Merzen. La plupart ont été accueillis par l'Algérie. Le Maroc tente à chaque fois que l'occasion se présente de ternir l'image de l'Algérie. À la tribune du Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, l'ambassadeur Lazhar Soualem, représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU, a tenu à répondre aux allégations marocaines sur une présumée violation des droits de l'homme dans le camp de réfugiés de Tindouf. Pour Lazhar Soualem, la question que tout le monde devrait se poser, qui est le responsable et qui pousse ces personnes à devenir des réfugiés? Écoutons-le. S'agissant des réfugiés qui ont trouvé asile dans mon pays depuis quand? J'aurais vivement apprécié que l'on se pose la question pourquoi il y a des réfugiés et qui a produit les réfugiés. Les réfugiés qui se trouvent dans mon pays sont victimes d'un déni d'application du droit international et nous entendons dans cette salle, à longueur depuis presque une année, un rappel sur les fondamentaux de la Charte des Nations Unies, le droit international, le respect des frontières, la déportation des personnes, et je pourrais en citer longuement. Le peuple du Sahara occidental, qui est en attente de l'exercice de son droit à l'autodétermination, se trouve pour une grande partie réfugiés dans mon pays et dans des pays du voisinage. Et il aurait été plus
pratique de s'interroger sur la question. Et ce serait également faire une insulte au Haut Commissariat aux réfugiés, au Programme alimentaire mondial, à l'UNICEF, à l'OMS, qui sont présents dans les camps et qui sont les témoins de ce que vive cette population qui se trouve dans un des endroits les plus hostiles de la planète, dans un grand erg du Sahara. Les témoignages d'une trentaine d'ONG qui exécutent le programme de l'Union européenne d'assistance et de secours aux réfugiés. Donc dire que dans cette zone serait une zone de non-droit où l'on pratiquerait des violations, je le répéterai, c'est attentatoire à l'engagement de tous ces humanitaires présents depuis plus de 4 décennies. Dans le même dossier, le parti de la coalition canarienne a souligné lors d'un rassemblement électoral aux îles Canaries la nécessité de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Les représentants du parti ont réaffirmé leur engagement à continuer à défendre la juste cause sahraoui et soutiennent les efforts des partenaires espagnols qui se veulent un accompagnement de la légalité et du droit international. Direction la Tunisie, la chef du gouvernement Najla Bouden a reçu le commissaire européen à l'économie dans le cadre de sa visite dans le pays. La première ministre a évoqué les relations privilégiées qui lient la Tunisie à l'Union européenne et les moyens de les renforcer. De son côté, Paolo Gentiloni a réitéré la disponibilité de l'Union européenne à soutenir la Tunisie dans sa négociation avec le Fonds monétaire international, soulignant que l'aboutissement du programme avec le FMI ouvrirait la porte vers un appui financier et économique européen pour la Tunisie. On a discuté des défis qui viennent des crises qu'on a abordées dans les dernières années, la crise du Covid, la crise de la guerre en Ukraine et de ses conséquences pour les prix, pour l'inflation, pour l'énergie. Et on a discuté du fait qu'il faut aborder cette crise ensemble. Et il s'agit de travailler ensemble parce que le programme de soutien du Fonds monétaire soit délivré. Et le programme du Fonds monétaire, c'est la condition pour avoir aussi un soutien financier important de l'Union européenne et d'autres partenaires. Évoquant la question de la migration, Paolo Gentiloni a souligné que les solutions à cette problématique nécessitent l'implication de tous les pays européens. Il a également appelé à œuvrer ensemble pour sauver les vies d'une mort certaine. Il y a clairement un besoin d'agir ensemble. On ne peut pas aborder ce genre de problème dans la Méditerranée seulement sur les épaules de la Tunisie ou d'un seul pays. Il faut que tous les pays et l'Union européenne en tant que telle abordent ce problème. L'objectif est très clair et d'avoir la possibilité de sauver des vies en mer et la possibilité d'avoir les talents des Tunisiens et de différents pays travaillant dans leur pays. Après la grande mosquée de Qayrawan, la mosquée Zaytouna est considérée comme la deuxième plus grande mosquée de Tunisie. Située au cœur de la Médina de Tunis, elle offre un mélange de spiritualité et de beauté architecturale. Chaque personne qui se rend dans la capitale tunisienne est animée par cette curiosité de vouloir visiter ce sanctuaire. Et notre reporter Mohamed Wali Ben Chaban en fait partie. Appréciez ce reportage. La mosquée Zaytouna, l'Olivier, l'une des plus grandes mosquées en Tunisie, est située au centre de la Médina al-Arabi, avoisinant les ateliers spécialisés dans le domaine du cuivre et toutes les boutiques d'artisanat. Ce monument historique, religieux et civilisé occupe le cœur de la vieille ville de Tunis, à partir duquel rayonnent les grandes artères. Érigée sur une superficie de plus de 5000 m², la mosquée est dotée de 9 portes et possède 184 colonnes antiques provenant essentiellement du site de Carthage.
La mosquée Zitouna est un monument historique de l'islam. Elle est considérée comme l'une des plus anciennes mosquées en Afrique. Elle existe depuis 1000 ans. Elle a une dimension islamique en Afrique et en Tunisie en particulier. L'emplacement stratégique de l'édifice et sa merveilleuse architecture hispano-mauresque conjuguent le passé au futur, faisant de la mosquée une destination religieuse et touristique par excellence. La mosquée Zaytouna est l'une des plus belles mosquées. Tous ceux qui viennent en Tunisie doivent se rendre à la vieille ville pour visiter la mosquée et toutes ses boutiques artisanales. Il n'y a pas un seul touriste qui ne se rend pas à la Médina et ne visite pas la mosquée Zaytouna. La mosquée n'est pas seulement un lieu de culte, mais abrite aussi une grande université islamique et un centre politico-religieux où se négocient des accords commerciaux et autres transactions marchandes. La mosquée Zaytouna est une voie d'accès pour ceux qui recherchent la connaissance et la jurisprudence islamique. De nombreuses personnalités sont passées par là, des gens formés à la mosquée. Il y a même eu des savants et des érudits qui sont passés par là, des gens de tous les niveaux, venus d'Afrique et d'ailleurs. Il y a même eu des Algériens et des oulamas. La mosquée Zaytouna ou la mosquée de l'Olivier est l'un des monuments historiques les plus fréquentés de Tunis. Un chef-d'œuvre culturel et un repère historique religieux par excellence. La mosquée demeure un phare de la science et de l'islam et un centre culturel distingué dans le monde arabe avec une architecture spécifique et unique. Je vous le disais en titre, l'armée burkinabé a neutralisé une quarantaine de terroristes alors qu'ils étaient en pleine réunion lors d'une opération aérienne dans le sud du pays. Pour rappel, le Burkina Faso est confronté à la menace terroriste depuis 2015. Les autorités burkinabées ont multiplié les actions offensives contre les groupes armés. Diplomatie, la Russie et la Biélorussie signent 13 nouveaux documents visant à renforcer leur intégration dans le cadre du mécanisme d'union des deux pays. Le ministère biélorusse des Affaires étrangères déclare que le pays accueillera des armes nucléaires tactiques russes en réponse aux pressions occidentales sans précédent. Cette annonce a provoqué de sévères critiques de la part des Occidentaux, l'OTAN ayant dénoncé une rhétorique dangereuse et irresponsable de la Russie, alors que l'Union européenne a menacé Minsk de nouvelles sanctions si ce déploiement était réalisé. Sport, football, la sélection algérienne s'est qualifiée pour la 20e CAN de son histoire. Après la victoire des champions de 2019 lors de la 4e journée des éliminatoires face au Niger, 1-0. L'unique but de la rencontre a été signé Berdad Bounejeh, un parcours sans faute pour les protégés de Djamel Belmadi, leader du groupe F avec un maximum de 12 points. 2 rencontres restent à jouer avant de clore cette phase de qualification. Écoutons les réactions d'après-match. Écoutez, la CAN va être un objectif et étant donné qu'on y est déjà qualifié, chaque date FIFA va être une opportunité faut qu'on arrive janvier 2024 avec une équipe qui a des certitudes. Pour ces 4 prochaines dates FIFA, l'objectif ça sera ça, d'avoir une équipe type qui se dégage avec des idées claires et au moins deux systèmes que l'on maîtrise parfaitement selon l'adversité qui se présentera à cette Coupe d'Afrique. Donc c'était l'objectif. Donc voilà, on a fait le boulot, c'était pas facile, mais voilà, on est qualifié. Donc voilà, c'était l'objectif, donc on est très content. On avait vraiment envie de gagner ces 2 confrontations, on l'a fait, donc alhamdoulilah, on a gagné, on est qualifié, et voilà, on va bien. Parce que même en Tunisie, ils sont venus, ils nous ont supportés, donc merci à eux parce que c'était important d'arracher cette qualif.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'info continue sur Al24 News. Très bon après-midi à tous.